Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Il est convenu de dire, on le sait bien, que la science est née, voici à peu près 25 siècles, dans la Grèce antique. En réalité, c'est une vue d'une certaine manière très idéaliste des choses, puisque les recherches en histoire des sciences, en épistémologie historique, ont clairement montré que la science véritable, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, est née en réalité au début du XVIIe siècle, d'une part avec Kepler, lorsqu'il édicte ces 3 premières lois, qui sont les lois de l'astronomie, les lois fondamentales, exprimées sous forme mathématique, et en même temps avec Galilée. Et si l'on essaie de remonter en deçà, vers une représentation du monde, qui en quelque sorte de Platon jusqu'à Copernic a très peu varié avec les siècles, on s'aperçoit que cette science est en réalité totalement irriguée de mythes, totalement remplie des productions d'une imagination, et d'une imagination qui crée son propre cosmos, à l'intérieur duquel elle se répand et elle se révèle, et que, sur le fond, il y a une alliance extrêmement profonde, quasiment organique, entre la vision dite scientifique du monde et sa vision religieuse. Et c'est précisément cette représentation du cosmos en tant que tel que nous donne la science antique, que nous voudrions explorer aujourd'hui, afin de voir quels en sont les tenants et les aboutissants, afin de voir en même temps quel en est le sens, et donc quel est le sens du rapport de l'homme avec la nature, et éventuellement avec les puissances surnaturelles qui y sont impliquées. C'est cette représentation que nous voudrions interroger, en compagnie de Jean-Pierre Verdet, qui est directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, en même temps que Michel Cassé, astrophysicien travaillant au commissariat à l'énergie atomique, dans son centre de Saclay, tous deux des physiciens, des astrophysiciens les plus contemporains, et qui pourtant se repenchent sur les origines de leur discipline et essaient de penser en quoi une science qui était beaucoup plus une science de contemplation qu'une science de domination comme nous la connaissons aujourd'hui, une science de contemplation pouvait répondre à un besoin sans doute très profond de l'homme vis-à-vis du monde dans lequel il est plongé et dont il essaie, sinon de comprendre, au moins de déchiffrer le sens. Le ciel est profondément silencieux. Le ciel ne nous parle pas, quoi que certains pensent. Donc, finalement, on y projette bien plus d'images qu'il nous en envoie réellement. Donc, c'est également un lieu de projection. Quand l'homme parle du ciel, souvent, il parle de lui-même. Le cosmos n'est pas considéré sur le modèle de la chose. C'est plutôt un ordre à retrouver, et cet ordre, en fait, est temporel. Le cosmos est une histoire. Cosmologie, pour moi, c'est cosmologos, c'est-à-dire parole ordonnée, si possible, organisée du cosmos ou sur le cosmos. Mais qui parle à travers quoi? C'est bien la question qu'on peut se poser. Le ciel est chargé de mythologie, de religion depuis très 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 longtemps, parce que finalement, c'est probablement dans... Le ciel a dû provoquer très très tôt un double mouvement de la pensée. Parce que le ciel, je pense que c'est vraiment dans le ciel que les hommes ont eu le premier sentiment que la nature était soumise à des lois. Enfin, le terme de loi est un terme relativement récent, mais qu'on appelle ça des régularités ou des lois, peu importe le mot, mais que la nature ne faisait pas n'importe quoi. C'est vraiment dans le ciel, avec l'alternance des jours et des nuits, les phases de la Lune surtout. C'est pour ça que la Lune est tellement chargée de croyances, de contes, de légendes. Et puis même, en tout cas sous les latitudes moyennes, le retour régulier des saisons. Donc d'une part, le ciel donne tout de suite l'idée de grande régularité dans la nature, de lois
éternel quasiment, et en même temps, il est le siège de phénomènes brutaux, imprévisibles, parce que pour l'homme primitif, et même peut-être aujourd'hui, pour les enfants, le ciel, il commence quasiment au-dessus de nos têtes. Donc le ciel des orages, de la foudre, de la neige, de la grêle, c'est le ciel au même titre que le ciel des étoiles et des galaxies. Donc il y a à la fois cette découverte de régularité et d'événements imprévisibles qui du coup terrorisent, comme les éclipses, parce qu'il y a rupture dans l'ordre du monde. C'est à la fois l'ordre et le désordre. Précisément, Jean-Pierre Verdet, on a l'impression que d'une part, ces régularités de la nature dont vous parlez induisent l'idée qu'il y a un cosmos, c'est-à-dire un tout organisé, ouais, avec une certaine harmonie, et puis apparemment des discrépances, des sortes de ruptures violentes à l'intérieur de cette harmonie. Oui, vous avez raison d'employer le terme de cosmos. C'est la différence entre l'équivalent latin du cosmos grec, c'est le monde, mundus, et c'est un terme beaucoup plus fort qu'univers. Univers, c'est le bric-à-brac du créateur, c'est l'ensemble, à la limite c'est l'ensemble de tout ce qui existe. Alors que derrière le mot cosmos ou le mot mundus, le cosmos c'est la même racine que cosmétique. Donc l'idée de beauté, d'ordre, dans le mot cosmos. Mais alors, précisément, en même temps, est-ce que ce n'est pas ça qui va permettre à l'astronomie d'avancer? Cette idée qu'il y a un cosmos, donc quelque chose qui a des harmonies, qu'il y a donc des règles, d'une certaine manière, et même si ça ne devient pas scientifique au sens où nous l'entendons aujourd'hui, disons quand même qu'on essaie de rationaliser la conception que l'on a du monde. Oui, et là, quoi qu'on dise, c'est totalement l'univers grec. Je n'ai rien contre l'astronomie babylonienne, qui est avant l'astronomie grecque, mais on n'a pas trouvé le moindre modèle dans l'astronomie babylonienne. On a des tables empiriques. Les Babyloniens apparemment étaient de très bons observateurs, donc ils font de très bonnes observations de la Lune, du Soleil, des planètes et des étoiles, et ils dressent des tables qui sont d'une très grande qualité, mais qui sont totalement empiriques et qui ne peuvent déboucher sur quasiment aucun progrès. Alors que dans c'est les Grecs qui ont cette idée de cosmos, d'ordre, d'harmonie et de modèle géométrique. Le modèle est faux, mais il vaut mieux un modèle faux que pas de modèle, parce qu'il arrive un jour ou l'autre où le modèle rentre en contradiction avec le réel. Donc il faut perfectionner le modèle. C'est ce qui va se passer à partir de Copernic et puis surtout la grande révolution newtonienne. La matière intervient en tant que telle sous forme d'étoiles, de nuages, donc il y a l'acte et il y a les acteurs. L'acte est gouverné par des règles strictes qu'on appelle lois de la physique et qui sont fondées sur l'idée que ce qui est ici est comme ce qui est là-bas. Maintenant, constitué d'atomes, l'être charnel et matériel a longtemps cru que la matière et le cosmos entier étaient à son image, c'est-à-dire faite d'atomes. Mais en ce siècle est survenu un bouleversement considérable dans les catégories de matière et de vide. Une longue analyse du mouvement des astres, à travers les moyens classiques de l'astronomie d'ailleurs, est venue porter témoignage de l'existence d'au moins deux autres formes d'énergie essentiellement cachées. Et donc la partie matérielle, la partie atomique de l'univers, celle qui constitue vous, les étoiles, les galaxies et moi, ne constitue que la portion congrue puisqu'on l'a évaluée aujourd'hui et nous savons que la matière atomique ne compose que 4% de la masse de l'univers. Tout le reste est invisible. Le reste est constitué donc de deux formes mystérieuses et inconnues, parfaitement inconnues pour l'instant, bien qu'on ait commencé à tracer les équations de ces formes-là, c'est-à-dire le comportement général. Et ces deux formes s'appellent la matière noire et l'énergie noire. En fait, noir devrait être remplacé par invisible. Le visible n'est que l'écume de la lumière.
L'atome n'est que l'écume de la matière. Notre bulle causale, c'est-à-dire l'espace qui semble uniforme et ordonné autour de nous, qu'on avait tendance à appeler le cosmos, n'est qu'une infime fraction d'un ensemble plus vaste, si bien que nous sommes à la 4e ou 5e révolution copernicienne. La Terre n'est pas au centre du système solaire déjà, puisque le Soleil occupe cette place. Le Soleil n'est pas au centre de la galaxie, puisque le Soleil, le système solaire dans son ensemble est une infime partie provinciale, rejetée, excentrée, donc sur un bord. La galaxie n'est pas au centre de l'univers, de ce qu'on appelle jusqu'à présent l'univers, puisque cette structure n'a ni centre ni bord. Les lois de la matière, les lois que l'on croyait universelles, ne sont que les lois de notre bulle. Et qui plus est, les 3 dimensions d'espace que nous considérions vraiment comme le fond même de la réalité sont peut-être des parties d'un ensemble multidimensionnel plus vaste qui en compterait 10, parce que l'harmonie, on revient au sujet essentiel de l'harmonie du monde, bien sûr. L'harmonie mathématique ou l'harmonie physico-mathématique de la nature requiert l'usage d'une théorie à 10 voire 11 dimensions. Où sont-elles ? Ce qui est étonnant, tout au moins pour nous, esprit moderne, Jean-Pierre Verdet, c'est que si l'on remonte aux origines de la pensée grecque, de cette mathématisation de l'univers d'une certaine manière, on s'aperçoit qu'il y a Pythagore, qui est quand même un vrai mathématicien, qui en même temps est un grand mystique, et on trouve par exemple ce qui nous est raconté dans le Timée de Platon. Alors dans le Timée de Platon, on est frappé de voir comme il y a tout un modèle géométrique et harmonique, mais la musique et la géométrie, la mathématique vont ensemble, et en même temps c'est un modèle religieux. C'est-à-dire, c'est comment l'âme du monde est créée par le démiurge, et à partir de l'âme du monde, ensuite, notre univers. Donc, on a l'impression que, à la limite, à la naissance, ce n'est même pas un modèle mystique et un modèle, entre guillemets, scientifique à côté, mais ce sont vraiment, chacun baigne dans l'autre. C'est-à-dire, oui. Alors, le Timée est le meilleur exemple. La première cosmogonie qui mérite le nom de cosmogonie au sens quasiment moderne du terme, c'est effectivement le Timée de Platon. Et c'est vrai que chez Platon, le monde est mathématique, parce qu'il vient effectivement de l'école pythagoricienne. Donc il y a cet univers mathématique, mais qui est l'expression du fait que Dieu est géomètre finalement. Le Dieu du Timée, d'abord, est un Dieu qui n'est pas un Dieu tout-puissant comme le Dieu du monde chrétien. Il est soumis à la raison. Chez Platon, le Dieu, le démiurge, est soumis à une raison, et à la raison géométrique, alors que dans le monde chrétien, finalement, c'est ce que Dieu a fait qui est raisonnable et qui est rationnel. Mais dans le monde, dans le créateur, dans la cosmogonie alors hébraïque, Dieu n'est soumis à aucune contrainte. Il n'a pas les contraintes du démiurge qui copie laborieusement un modèle. Mais c'est vrai que là, du coup, monde dit rationnel et monde religieux, c'est le même. Mais ce qui est assez curieux, si on peut dire, c'est que généralement on dit, après Platon, Aristote, qui lui est beaucoup plus empirique, beaucoup plus rationnel en quelque sorte que Platon, qui est mystique. Or, lorsqu'on lit Aristote et lorsqu'on lit sa description des cieux, finalement, on aboutit à l'idée du moteur immobile, c'est-à-dire une autre idée de Dieu, en fin de compte. Oui, c'est-à-dire que, en apparence, en tout cas dans les mots, dans les termes, Aristote, on peut dire qu'Aristote, par rapport à Platon en tout cas, chasse Dieu du ciel. Mais effectivement, en profondeur, le premier moteur, eh bien, le fait qu'il agisse sur le monde, c'est sinon un Dieu à honorer, en tout cas, c'est une puissance surnaturelle. Et c'est vrai que, alors, ça passe quand même par la métaphysique, le traité du ciel et la physique. C'est un tout cohérent. Alors c'est vrai que ça apparaît comme un monde strictement scientifique, où Dieu n'apparaît pas directement, mais c'est vrai que, in fine, il est quand même présent. Sinon, c'est un peu comme Descartes. Descartes réduit l'action de Dieu à quasiment rien. La matière première est la pichenette. Et après,
il n'est même pas responsable, si j'ose dire, du service après-vente, n'est-ce pas? Mais n'empêche que ceux qui disent que Descartes est un athée qui avance masqué, non. Si on retire Dieu de l'univers cartésien, tout s'effondre. Michel Cassé, par rapport à la science antique et le rapport au cosmos qui a été institué, on a l'impression que, évidemment, le contenu de la science a été complètement bouleversé, a complètement changé, et qu'il est sans arrêt en train de changer d'ailleurs en ce moment, d'évoluer avec de nouvelles conquêtes conceptuelles. Et on a pourtant l'impression que, je dirais, le sentiment de fond, quand je pense évidemment aux grandes intuitions de quelqu'un comme Pythagore, aux grands textes de Platon, que le sentiment de fond est le même. C'est-à-dire cette idée qu'il y a une harmonie générale, qu'il y a une régularité générale, qu'il y a donc quelque chose qui est de l'ordre du compréhensible, et en même temps, je dirais, ce qu'entraîne le mot de cosmos, on le sait bien en grec, quelque chose qui est bien agencé dans un sentiment qui est à la fois un sentiment esthétique, pour ne pas dire éventuellement un sentiment métaphysique. Absolument. Il y a ordre et parure. Et Platon disait, le monde est un tombeau paré. On peut dire la même chose des trous noirs, on peut dire la même chose des étoiles. La règle de vie de la parfaite étoile, c'est de briller, mais elle ne meurt pas pour autant. Quand elle cesse de briller, par exemple, elle passe d'une perfection lumineuse à une perfection obscure. Mais il y a toujours une sorte de perfection matérielle dans la gestion même du potentiel énergétique des objets. Tout se passe comme si les étoiles, par exemple, cherchaient à perdurer. Et comment est-ce qu'un objet physique dénué d'âme peut, d'une certaine manière, assurer la persévérance de son être? Ce sont les questions qu'on peut se poser à l'infini. Pourquoi le ciel est écrit en langage mathématique? C'est une manière de dire, évidemment. Ce n'est pas qu'il soit écrit, le ciel n'est pas écrit d'ailleurs, le ciel est libre. Et la science, dit Paul Valéry, cherche le mouvement perpétuel, elle l'a trouvé, c'est elle-même. Donc en réalité, la haute pointe, la pointe la plus effilée de la science rejoint la plus ancienne cosmogonie ou métaphysique. Donc le moteur essentiel, bien sûr, est là. Il y a persévérance de la quête métaphysique. C'est une quête éperdue qui est menée depuis l'origine de la pensée, qui n'est pas différente de celle de Platon. C'est la recherche du monde intelligible, du monde des idées. Alors maintenant, cet au-delà multidimensionnel n'est pas conforme ou semblable, à mon sens, à l'au-delà platonicien, parce qu'il est spatio-temporel. Donc vous voyez, c'est un mixte. Ce n'est pas le monde des idées pour autant. C'est un monde dimensionné, c'est un monde géométrique. Ces dimensions sont là, et cet au-delà dimensionnel n'est pas pour autant hors de l'espace-temps. Il est l'espace-temps. Mais ce qui m'intéresse précisément, c'est que lorsqu'on fait référence à Platon, évidemment, moi je pense au Timée. Ce que dit Platon, au fond, c'est par le biais des mathématiques, et spécialement de la géométrie, qu'on peut comprendre le monde, quitte à ce qu'on révise complètement la théorie du point de vue mathématique ou de la géométrie dont on se sert. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est l'intuition de base qui est la même. Oui. Il y a une géométrie du monde. Oui, oui, et d'ailleurs, ce programme géométrique est celui d'Einstein. Platon, c'est Descartes, mais Descartes, c'est Einstein aussi, de ce point de vue. Donc Descartes, reprenons-le, c'est une autre figure, celui de la géométrie. Géométriser le monde, ça consiste à dire que la gravitation, par exemple, le fait que la matière attire la matière, que la matière ait de l'attrait pour la matière, n'est qu'un artifice lié à la courbure de l'espace, n'est qu'une manifestation, finalement, d'une propriété géométrique de l'espace. Et donc ce programme de géométrisation du monde, platonicien bien sûr, qui est merveilleusement illustré dans le Timée, où d'ailleurs les atomes sont des atomes de géométrie. Ce qui est magnifique, les triangles scalènes et les triangles équilatéraux sont utilisés pour former des solides platoniciens.
Et le nombre de triangles scalènes se conserve, et le nombre de triangles équilatéraux se conserve, mais ça n'est rien d'autre que la mécanique quantique. Je veux dire, il y a conservation abstraite d'un nombre. Alors, il y a une autre question, Jean-Pierre Verdet, c'est qu'on voit bien comment, pendant des siècles, et en gros là aussi, en fait jusqu'au XVIIe siècle, en fait, astronomie et astrologie sont complètement confondus, et à la limite, on ne fait pas la distinction, et je pense qu'un homme de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, on lui aurait demandé la distinction, il n'aurait pas su en rendre compte. Oui. Donc là aussi, se pose un problème, quelle est cette identité, finalement, entre les deux domaines? Oui, c'est vrai que jusqu'à la fin du XVIIe, et astrologue, astronome, c'est presque synonyme. Encore qu'il y ait toujours eu des astronomes, sinon opposés à l'astrologie, des astronomes qui étaient totalement indifférents. Alors, je sais bien que l'argument du silence n'est pas un argument. Ceci dit, je crois que on exagère l'impact, en tout cas le facteur de progrès de l'astrologie pour l'astronomie. Sincèrement, je pense, en toute objectivité, qu'il est, même par des historiens qui ne croient plus à l'astrologie, il est surestimé. Je pense que, dans les premiers temps, le grand moteur de l'astronomie, c'est le calendrier. C'est un moteur de progrès des connaissances astronomiques, et en particulier du mouvement des astres, qui est quand même le seul problème sur lequel les astronomes se sont penchés pendant des siècles. Eh bien, le calendrier, en particulier le problème de concilier un calendrier lunaire qui est très naturel parce que, je le répète, les phases de la Lune scandent le temps à moyen terme, disons, et l'année solaire qui est indispensable pour l'agriculture. Donc, comme c'est très difficile à concilier, c'est un grand moteur pour l'astronomie. Alors que l'astrologie se contente pour dresser soit l'horoscope individuel, qui est une chose relativement récente. À Babylone, on ne dresse pas d'horoscope individuel. Dans le monde grec, au début non plus. D'abord, c'est la météorologie qui est réglée par l'astrologie, c'est la médecine, et puis c'est le destin des États, à quel moment on doit déclarer une guerre, etc. C'est l'astrologie des États, disons. Mais les astrologues se contentent des connaissances. Alors, ils ont les connaissances astronomiques de l'époque, ils ne sont pas totalement ignares, mais ils se contentent des connaissances d'une époque. Mais vous avez raison, jusqu'à la révolution newtonienne qui parachève la révolution copernicienne, astrologie et astronomie sont totalement mêlées, totalement mêlées. En vous écoutant, je pensais évidemment à Ptolémée, le plus grand astronome de l'Antiquité, et en même temps celui dont le livre en astrologie fait absolument référence. Mais est-ce que ce n'est pas dû aussi, je dirais, au milieu culturel dans lequel on baigne, c'est-à-dire on est quand même dans la civilisation hellénistique, même si c'est Rome qui domine, c'est-à-dire il y a le corpus hermeticum, il y a l'astrologie est devenue quelque chose d'absolument régnant, mais je dirais en fait l'astrologie est une des applications de l'astronomie. Bien sûr. Vous avez totalement. L'astronomie est un être hybride qui est le résultat de la religion astrale des Babyloniens et du cosmos géométrique grec. C'est une espèce. L'astrologie que nous connaissons en Occident, c'est une rationalisation de l'astrologie mythique des Babyloniens. Donc ça passe totalement, vous avez complètement raison, puisque on doit c'est très intéressant d'ailleurs, parce qu'on doit à Ptolémée les deux Bibles, si j'ose dire. La Bible de l'astronomie qu'on appelle l'Almagès, parce qu'elle nous a été transmise par les Arabes,
En réalité, c'est la grande syntaxe mathématique, donc Almageste pour les Arabes, et puis ce qu'on appelle la tétrabible, qui est l'équivalent, qui est la somme des connaissances astrologiques du monde antique, et qui est également de Ptolémée. Ptolémée commence par décrire l'action du soleil sur la Terre, ce qui est une évidence. Les saisons, le printemps, la végétation, les animaux en rut, etc. Donc l'action du soleil sur notre vie quotidienne, c'est une évidence. Après, il passe à la Lune. Alors avec la Lune, c'est moins évident. Il y a 10 fois plus de croyances erronées que de réalité, mais il y a quand même les marées, comme les choses comme ça. Bon, et ensuite, il passe aux planètes. Il montre que déjà avec les planètes, les choses se dégradent, que les certitudes s'effilochent, et que si on veut passer aux étoiles, toute certitude quasiment s'effondre. Donc c'est quasiment une étude critique de l'astrologie que reprend Kepler. Kepler est mathématicien impérial à la fin de son premier devoir de mathématicien impérial, c'est de dresser l'horoscope de l'année. Comme c'est un homme d'une honnêteté scientifique défiant, on n'a pas d'exemple d'honnêteté intellectuelle équivalente à celle de Kepler. C'est fabuleux. Eh bien, il se rend compte, il dresse l'horoscope pour l'année qui vient, et en particulier les conseils à donner aux paysans sur le temps qu'il va faire en fonction des conjonctions planétaires. Il se rend très bien compte que 9 fois sur 10, malheureusement, ces prévisions sont fausses. Donc il croit à l'astrologie comme projet. Mais il se rend compte que peut-être un jour, on maîtrisera tous les paramètres qui sont à maîtriser pour faire une véritable... Donc il croit sincèrement à l'astrologie. Il ne le fait pas uniquement pour faire plaisir à Rodolphe II. Il y croit. Mais il y croit comme projet. Il n'y croit pas à son époque. Justement, Jean-Pierre Fadé, je voulais vous emmener à Kepler, dans la mesure où on peut dire que, d'une certaine façon, après Copernic, c'est le fondateur de l'astronomie moderne, puisqu'il est le premier vraiment à édicter des lois au sens où nous l'entendons, nous, en tant que tel. Bon, et en même temps, on voit très bien, je dirais, que Kepler est un grand caractère mystique, en fin de compte. Et que tout ça est quand même guidé par précisément cette vision de la beauté, de l'harmonie du monde, et que, reprenant d'ailleurs une phrase de Platon, le plus beau des créateurs n'a pu faire que la plus belle des choses. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'astronomie moderne naît justement, je dirais, accompagné de tout ce sentiment mystique, et ce qu'on peut se demander, c'est si d'une certaine manière, tous les astronomes, d'une manière explicite ou pas, mais tous les astronomes n'ont quand même pas ça derrière leur tête. Je ne dirais pas qu'ils l'ont tous derrière leur tête, mais où vous avez raison, c'est que Kepler est bien plus platonicien que pythagoricien, parce que chez Pythagore, les nombres sont avant tout. Kepler, la géométrie est avant l'algèbre. Et Kepler, donc, est quand même très platonicien, et le hasard faisant que on connaît 5 planètes visibles à l'œil nu du temps de Kepler, on ne connaît que les planètes visibles à l'œil nu par définition, et donc il reprend les 5 polyèdres réguliers du monde grec, parce que les Grecs ont été capables, les géomètres grecs ont été capables de démontrer qu'il n'y avait que 5 polyèdres réguliers dans la nature, et il réussit à construire un modèle géométrico-mystique ou géométrico-divin, absolument comme le Timée de Platon, à partir des 5 polyèdres. Maintenant, la géométrie n'est pas droite. Contrairement aux faces ou aux arêtes des solides platoniciens, la géométrie devient souple. Et ce qui s'est produit entre-temps, c'est une libération par rapport à la rectitude. Donc le charme sinueux des valeurs esthétiques intervient maintenant pour dire que l'espace est déformable. La courbure de l'espace est une notion d'ailleurs fort élégante qui libère l'espace de sa rigidité. La mécanique quantique est là pour dire aussi la rigidité des lois empêche le destin de s'accomplir. L'incertitude devient une nécessité, à condition qu'elle soit codifiée. Donc un incertain codifié n'est plus un incertain par ailleurs. Donc cela devient d'une très grande subtilité, ça veut dire qu'il y a subtilité dans la science, et ça c'est nouveau. Ce qu'on ne voit pas n'existe pas pour
non pas Descartes, mais saint Thomas. Et la science a longtemps été considérée comme la mise en relation d'observables de ce qui pouvait être vu. Eh bien, nous n'en sommes absolument plus là, puisque les neutrinos nous traversent à raison de 60 milliards par centimètre carré par seconde, et ils existent aussi bien que les protons. Et donc l'invisible n'a pas de cité. Donc le souple, l'invisible, le subtil, intervient en masse dans la science. Si j'ose dire, en masse mais avec légèreté. Et ça c'est nouveau par rapport à tout l'enseignement que j'ai eu, où on nous infligeait l'idée que finalement tout était absolument déterminé, raide et viril. Alors, en même temps, quel est le tableau du monde, si l'on peut dire, que nous dresse la science? Parce que si on remonte le cours du temps vers l'origine, encore que l'origine on ne puisse jamais y toucher, on voit très bien qu'il y a un moment où, pour l'instant, je dirais, les notions se brouillent extraordinairement. Avant le temps de Planck, finalement, on a énormément de mal à décrire ce qui pouvait se passer. Et de l'autre côté, en allant dans l'exploration de ce qui est, et de l'univers tel que nous l'avons aujourd'hui, vous en arrivez à poser que notre univers n'est qu'une des formes d'univers qui existent, que l'univers doit être beaucoup plus grand que le nôtre propre, que le nôtre n'est qu'une bulle, etc. Et que donc vous, à la limite, même vous posez des univers que éventuellement nous ne connaîtrons jamais. Et donc on se dit, entre cette origine et cet horizon, quel est effectivement le statut de ce que vous faites et que nous décrivez-nous au juste? Alors, il faut faire la part entre l'univers observable, qui est sujet scientifique, j'allais dire de son plein droit, et l'univers avec un grand U, qui serait l'ensemble de tous les cosmos possibles. Donc il existe une méta-cosmologie, comme il existe une métaphysique. On tire le discours jusqu'à sa tension de rupture. Et dans ces conditions, bon, rien n'empêche de le faire, si vous voulez, mais il faut bien prévenir qu'à un moment donné, on dépasse, d'une certaine manière, les limites, les bornes. Mais c'est en, justement, tirant jusqu'à la rupture les équations, qu'elles se mettent à exprimer justement des choses toujours plus profondes et mystérieuses. Et donc, c'est une forme de, non pas de divination, c'est une forme de recherche. Donc c'est la structure des équations, c'est leur contenu rationnel, ou leur contenu éventuellement caché, leur contenu logico-mathématique finalement, qui est sommé de s'exprimer. Cela ne veut pas dire que ce soit vrai, cela ne veut pas dire que ce soit faux, c'est pour l'instant invérifiable, mais c'est absolument logique. En fin de compte, Michel Gasset, lorsqu'on vous écoute, on est amené à se demander, vous vous rappelez peut-être que Pascal disait qu'il y avait 3 formes de libido. La libido sentiendi, c'est-à-dire ce que nous appelons généralement la libido dominandi, c'est-à-dire la passion du pouvoir, et puis la 3e, disait-il, la libido sciendi, c'est-à-dire le désir fou à la limite de savoir et de comprendre. Et on a l'impression qu'en fin de compte, c'est dans ce registre que vous vous inscrivez. Tout à fait évident. Donc c'est une forme effectivement érotique, c'est sûr. Il y a un éros dans l'esprit. Il y a un éros dans le corps, mais la séparation de toutes ces fonctions n'est peut-être qu'arbitraire, après tout. En tout cas, le sentiment que procure le vol plané, ou cette espèce d'entrée par la porte visible dans l'invisible, et celui, j'imagine, de l'amoureux, ou du religieux, ou des deux. Chah disait, il faut être ou amoureux ou religieux pour accéder au cosmos.
Ja. Toch opschieten we zo van. Ik verrust het gewoon niet. Die zingen lieber selber. Pour le 8 avenue Kennedy, restaurant La Busserie. Livre. Par rapport à l'horizon que nous venons de décrire, il est bon, il me semble, de mettre l'accent sur un petit livre de Denis Bon, L'animisme, paru aux éditions de Vecchi. L'animisme, en effet, a irrigué l'ensemble des représentations à la fois spirituelles ou, entre guillemets, scientifiques du monde que l'humanité s'est faite jusqu'à il y a simplement quelques siècles, et en même temps a essayé de le travailler en profondeur. On s'aperçoit que l'animisme n'est pas ce que généralement on nous en dit, c'est-à-dire simplement une sorte de puissance assez vague de l'âme qui animerait précisément, qui donnerait sa vie à l'ensemble du monde. Mais que c'est beaucoup plus une vision, une perception de l'univers dans laquelle tous les êtres sont solidaires les uns des autres, et non seulement sont solidaires d'un point de vue horizontal, si l'on peut dire, c'est-à-dire l'ensemble des règnes, qu'ils soient végétaux, minéraux, animaux ou humains, entre eux, mais en même temps une solidarité qui se répand à travers le temps et qui insiste énormément, et c'est là que le travail de Denis Bon est particulièrement intéressant, qui insiste particulièrement sur le lignage, sur la filiation, et qui donc donne une place éminente aux ancêtres et insiste énormément sur la chaîne des générations. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, on voit très bien comment l'animisme va réinspirer, même s'il est repris et repensé selon les critères des sciences humaines contemporaines, va inspirer quelque chose comme ce qu'on appelle aujourd'hui la pratique transgénérationnelle. Prends cette vache. Tu arriveras chez les ancêtres avec. Prends cette poule et ce mouton. Tu salueras les ancêtres. Donne-nous la paix et la santé. Je voudrais à présent changer totalement d'horizon pour aller faire un excursus, l'on peut dire, du côté de la mystique chrétienne. Et particulièrement avec deux livres qui viennent de paraître, qui nous ouvrent des perspectives, qui nous permettent de réfléchir le christianisme et la relation au principe au-delà de toute chose d'une manière extrêmement neuve et extrêmement profonde en même temps, parce que enracinée dans l'expérience de ceux qui en font part ainsi. Le premier livre, ce sont les poésies complètes de Edith Stein, Malgré la nuit, publiées aux éditions Hatzelem. Edith Stein, on sait que c'est cette juive d'origine, convertie au catholicisme, qui est entrée au Carmel et qui a fini, étant donné bien sûr le milieu d'où elle venait, dans les camps de concentration. Nous avons avec Edith Stein une poésie qui s'inscrit précisément dans toute la tradition carmélite, telle qu'elle a été initiée au XVIe siècle par Sainte Thérèse d'Avila et par Saint Jean de la Croix, c'est-à-dire une expérience de l'obscurité, de la nuit dans laquelle est plongé le spirituel, et encore plus bien entendu lorsqu'il s'agit d'Edith Stein, c'est-à-dire plongé dans l'ouragan de l'histoire, au moment où, devant le déferlement de la sauvagerie nazie, le monde en quelque sorte perd totalement son sens, et on a l'impression que Dieu s'est retiré de l'univers. Fleur du Carmel, vigne fleurie, splendeur du ciel, Vierge féconde, unique entre toutes les femmes, nous demandons la paix. Ô reine bienveillante, écoute notre supplique. Et puis, en remontant à travers les siècles, bien entendu, il y a la publication par les éditions franciscaines des documents, ainsi l'ont-ils appelé, qui concernent Sainte Claire d'Assise. C'est-à-dire à la fois les textes
écrits par Sainte Claire elle-même, comme les règles de son ordre, du second ordre des franciscains, celui des Clarisses, à la fois son testament, à la fois sa correspondance par exemple avec Agnès de Prague, la fille du roi de Bohême qui elle-même était entrée chez les Clarisses, mais aussi l'ensemble des textes qui la concernent, qui rapportent sa vie, ou des décisions prises par Rome devant les demandes de Claire d'Assise. Et on y verra particulièrement la façon dont, par exemple, le pape Innocent III admet ce qu'il appelle le privilège de la pauvreté, c'est-à-dire, dans la droite ligne de ce qu'avait voulu saint François d'Assise, la façon dont Claire demande à pouvoir suivre au plus près les règles évangéliques telles qu'elles avaient été édictées par Jésus. Tu te déferas de toutes choses pour me suivre. Et là, il y a une compréhension beaucoup plus profonde qui est permise du personnage de Claire d'Assise et au-delà, évidemment, de la révolution spirituelle que le franciscanisme avait représentée dans une Europe, dans une Église en même temps dont on sait qu'elle était extraordinairement vacillante, sous les coups de boutoir du catharisme d'une part, ou des hérésies qui allaient advenir comme les Béguines ou comme les frères du libre esprit, et où on saisit comme à la source en quelque sorte quelle était cette spiritualité tellement claire et tellement pure qui ne pouvait se vivre que dans le dénuement, par imitation du dénuement même du Seigneur qui l'inspirait. En réponse à votre supplique, nous confirmons, par faveur apostolique, votre volonté de vivre en très haute pauvreté. Et par l'autorité des présentes, nous vous accordons de ne pouvoir être forcé par personne à recevoir des biens. Les livres aujourd'hui. L'animisme de Denis Bon aux éditions De Vecchi. Malgré la nuit de Edith Stein aux éditions Ad Solem et des documents sur Sainte Claire d'Assise aux éditions franciscaines. C'était Les Vivants et les Dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Michel Cassé et de Jean-Pierre Verdet. Mixage Delphine Baudet, réalisation Isabelle Ihuel. Vous êtes sur France Culture. À l'occasion de la création de Portrait d'une femme de Michel Vinavert, mise en scène par Claude Yersine à Angers, ainsi que d'une série de stages pour les enseignants organisés dans toute la France sur le thème « Comment les metteurs en scène ont-ils investi l'univers théâtral de Michel Vinavert ?», France Culture lui consacre toute une série d'émissions du 25 février au 30 mars. Passage du témoin par Lucien Atoun le 25 février à 19h30, puis chaque dimanche à l'heure de la fiction jusqu'au 30 mars, 7 de ses textes de 14 à 16h. Cycle Michel Vinavert du 25 février au 30 mars, programmation complète, franceculture.com. Il est 8h45, Pascal Lismonde fait un petit clin d'œil à Picabia. Clin d'œil. Aujourd'hui, Tabac Rat, une œuvre de Francis Picabia présentée par Françoise Gaillard, philosophe. Françoise Gaillard, nous sommes ici avec vous dans la grande rétrospective que le musée d'art moderne de la ville de Paris consacre à Francis Picabia, ce